Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête à tous. C'est la fête de la rupture du jeûne, la fête du petit Bayram. Le monde islamique a ses traditions, que ce soit au niveau des préceptes religieux ou au niveau des traditions. Évidemment, chaque pays a ses traditions, mais disons qu'il y a des mœurs et des coutumes qui sont en commun. Tout d'abord, au niveau des préceptes religieux, il y a au dernier jour du mois de Ramadan, la zakat del-fitr ou une zakat, une aumône obligatoire que nous payons spécialement avant el-fitr qui n'a rien à voir avec la zakat en général ou à l'aumône. Ça, on doit le faire à la veille de la prière. Et puis finalement, tout de suite après la prière de l'aube, il y a une prière. Et après ça, c'est la fête. Alors, la fête est célébrée dans chaque pays à sa façon. En Égypte, nous allons voir durant notre rencontre comment ce que nous célébrons la fête du Petit Bayram avec les karks, une tradition que nous avons héritée des Fatimides. Les karks qui sont les gâteaux qui sont faits spécialement à l'occasion de cette fête avec du sucre blanc. Évidemment, avec le temps, on a rajouté beaucoup d'autres choses. On a rajouté des petits fours, d'autres sortes de gâteaux. Mais il faut dire que sous les Fatimides, le Petit Bayram était célébré par la distribution des douceurs aux fonctionnaires de l'État. C'était un très grand banquet offert aux fonctionnaires de l'État. Et finalement, il y avait de très bons plats qui étaient offerts et ça s'appelait, et c'était sous le règne du calife El-Aziz Billah, une cuisine a été créée et dénommée Dar al-Iftar ou la maison de l'Iftar ou de la rupture du jeûne. Évidemment, il y a aussi la Aïdeya ou l'argent et les petits cadeaux qu'on donne aux enfants. Il y a les nouveaux habits que l'on achète durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour les mettre. Il y a les visites, après ça, de la famille, les visites entre amis, il y a les sorties. Et nous célébrons la fête du Petit Bayram tout au long de 4 jours. Le premier, c'est la Wafa, ou c'est la veille. Il y a toujours le jeûne. Et les 3 autres jours, il y a la rupture du jeûne et c'est vraiment la fête attendue durant les 30 jours du mois de Ramadan. Les gens aussi ont tendance à voyager, que ce soit à l'étranger ou ce soit des voyages à l'intérieur, des voyages concernant le tourisme interne. Et donc aussi, nous allons avoir des entretiens avec nos experts en tourisme pour en savoir plus sur les réservations, sur l'hôtellerie, sur les dispositifs mis en place pour recevoir les gens qui veulent fêter en voyageant. Évidemment, ceux qui ont des maisons de vacances au bord de la mer ou autres, maintenant, le temps n'est plus vraiment froid et tout le monde peut aller au bord de la mer sans forcément se baigner. Aussi, ceci est en concordance avec la fête de Sham el-Nissim que nous allons avoir la semaine prochaine, mais ça a été durant les derniers jours du mois de Ramadan, la semaine dernière en fait, et justement tout le monde jeûnait, que ce soit les Coptes, les musulmans, et tout le monde célèbre ensemble à l'heure actuelle. Nous allons commencer pour en savoir plus sur les traditions des musulmans qui rompent leur jeûne. Voyons les détails dans ce compte rendu. Sous les Fatimides, le Petit Bayram était célébré par la distribution des douceurs aux fonctionnaires de l'État, par la préparation d'énormes banquets au cours desquels de très bons plats étaient servis. Sous le règne du calife El-Aziz Billah, une cuisine a été créée dénommée Dar al-Iftar. À l'époque des Ottomans, la fête était célébrée après la prière de l'aube du premier jour du Petit Bayram. Les princes et les juges de l'État se rendaient en grande procession à la mosquée El-Nasr Qalaoun, qui se trouve à l'intérieur de la citadelle, pour y faire la prière. Puis ils félicitaient le pacha, qui, le deuxième jour de la fête, célébrait officiellement la fête dans le kiosque qui lui était aménagé sur la place Ramla. Les princes, les grands officiers, les notaires, les courtisans lui présentaient leurs félicitations alors que les pâtisseries, les boissons et le café leur étaient servis. Les gens se réjouissaient de la fête et s'échangeaient les félicitations et les gâteaux confectionnés dans les maisons. Les pères de famille accompagnaient leurs enfants à la mosquée pour y accomplir la prière de la fête.
Les gens se rendaient au cimetière pour lire la Fatha à la mémoire de leurs parents morts et pour distribuer de l'argent aux pauvres. Les jeunes sortaient en groupe pour se promener sur les rives du Nil. À l'époque moderne, les gens portent leurs plus beaux habits et se dirigent dès l'aube vers les mosquées pour y faire la prière de la fête. Le kark, gâteau spécialement confectionné pour cette fête et qui est très important, aussi bien que le poisson salé, les brioches, les plats de viande et l'oignon, sont offerts aux gens. Pour les enfants, cette fête signifie les balançoires, les nouveaux habits, le kark, les jeux, la promenade dans les jardins, le cinéma, les rencontres des amis, les visites aux parents et surtout les donations financières ou l'hadiya, caractérisée de cette fête, car pour les enfants, elle signifie l'amour et la chance de s'acheter ce qu'ils veulent. D'habitude, les premières visites sont faites pour les grands-parents, pour les tantes, pour les oncles. Les cousins se retrouvent ensemble, mais disons que c'est la fête déjà qui commence durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui sont d'ailleurs les plus importants au niveau religieux et les plus spirituels, disons-le. Mais disons que toutes les maisons, et surtout autrefois, préparaient ces gâteaux, les karks, que nous avons hérités des Fatimides à la maison. À nos jours, évidemment, les femmes ont tendance à les acheter parce que, disons qu'on n'a plus le temps de les faire, ça prend beaucoup de temps, mais disons que dans certaines familles, la tradition est gardée, surtout auprès des personnes relativement âgées. C'est un plaisir de rassembler toutes les femmes de la maison, les jeunes filles pour préparer le kark. Et il y a les jeunes qui emmènent ces karks aux grands fourneaux à l'extérieur, aux grandes boulangeries, parce qu'on ne peut pas les mettre au four chez soi. Et donc, on les amène à la boulangerie pour cuire. Et il y a tout le monde qui se rassemble et les enfants qui jettent le sucre en poudre dessus. Et on commence déjà à consommer le kark même avant la fête, à quelques jours près avant la fête et les petits fours et tout ça. Et d'habitude, au premier jour de fête, on mange du poisson parce que les gens évitent de manger le poisson durant le mois de Ramadan parce qu'il y a beaucoup d'ail, etc. Et donc, ils préfèrent manger le poisson durant le premier jour de fête. À nos jours aussi, on sort, on dîne à l'extérieur dans des restaurants. Autrefois, c'était plutôt, je ne vais pas dire autrefois, on garde quand même ces traditions, mais d'habitude, les dîners étaient faits chez les grands-parents. Mais il y a aussi les voyages qui sont préparés pour les fêtes, durant la période de fête. Donc, avant d'aborder encore une fois, les traditions, parlons un petit peu des voyages, s'il y a des voyages, des sorties qui sont prévues, qui sont les dispositifs mis en place par l'État au niveau sécuritaire, au niveau touristique, de manière à recevoir les Égyptiens qui veulent voyager dans les autres gouvernorats, qui veulent aller dans les stations balnéaires. Et disons qu'il y a aussi parmi les pays du voisinage, parmi les pays, parmi nos confrères arabes, il y en a qui veulent venir aussi passer la petite fête ou la fête du petit Bayram ici en Égypte. Et donc, pour avoir plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Manal Mourad, qui est guide touristique et expert en tourisme. Madame Manal Mourad, bonsoir et bonne fête. Bonjour Maha, comment allez-vous? Ça va bien et bonne fête à vous. Madame Manal Mourad, nous savons que durant la période de la fête du Petit Bayram, nous avons pas mal, cette année, on a 5 jours de congés qui ont été alloués par l'État, étant donné qu'il s'agit des deux fêtes ensemble, des fêtes coptes et des fêtes, la fête des musulmans. Quels sont les dispositifs mis en place de manière à pouvoir recevoir les touristes internes en Égypte?
Oui, tout d'abord, quel bonheur que tout d'abord les deux jeûnes ont eu lieu ensemble, le Ramadan et le Carême. Et ensuite, Pâques, la célébration de Pâques et bientôt le petit Aïd, le petit Bayram. Donc les gens se préparent pour partir ou bien en croisière à la Haute-Égypte, puisque le climat est encore magnifique. Partir à Assouan, parce que c'est le dernier gouvernorat de l'Égypte, c'est une région magnifique, de beauté extrême, avec l'éléphantine. Et puis, ou bien, vous savez, les gens aussi, s'ils ont des enfants, s'ils sont beaucoup plus jeunes, les enfants, ils préfèrent partir, comme vous avez dit, sur les sites balnéaires, comme à Hurghada, dans les alentours d'Hurghada. Et on a toute catégorie, c'est-à-dire de plages, depuis le super luxueux jusqu'au vraiment très correct, très abordable. Vous avez par exemple la cité d'El Gouna, Souma Bay, tout ça dans les alentours d'Hurghada aussi, qui attire énormément les familles actuellement, même les étrangers qui vivent en Égypte. Et en préférence, le site le plus proche, c'est Ain Sokhna. Ain Sokhna reçoit aussi un bon nombre d'Égyptiens, surtout les Kairotes. Et savez-vous que aussi tous les sites à côté de Rosette, dans les alentours de Rosette et de Damiette, comme Ras El Bar, sont bien développés. Et maintenant, ça attire aussi les habitants du Delta, ça attire les habitants d'Alexandrie, ainsi de suite. Donc l'Égypte quand même est bien douée de plages et des régions magnifiques. Oui, est-ce qu'il y a vraiment de bonnes réservations? Est-ce qu'il y a pas mal de réservations qui ont été faites pour la fête? Parce qu'il faut dire aussi que c'est une période d'examen. Oui, en même temps, c'est une période d'examen, mais si les enfants ne sont pas, par exemple, au niveau du baccalauréat égyptien ou au niveau universitaire, carrément, ils vont prendre toutes leurs affaires pour faire leurs devoirs avec les parents. Oui, il y a une très bonne réservation, à un point que vous ne pouvez pas trouver une chambre libre dans les hôtels, surtout dans la région d'Hurghada. Très bien. Et au niveau des prix, c'est une saison et d'habitude, il y a une hausse des prix, et notamment à la lumière de l'inflation existante. Qu'en est-il quant au prix? Est-ce qu'il y a des offres qui ont été faites spécialement pour la fête? Oui, mais pas beaucoup. Par exemple, les hôtels étaient déjà remplis par les touristes et par les touristes qui viennent pour Pâques. Et c'est aussi la saison de vacances scolaires en Europe. Par exemple, les Français, les Espagnols, vous avez les Italiens, même l'Amérique du Sud viennent pour les sites balnéaires. Donc, il n'y avait pas, comment dirais-je, l'opportunité de faire des offres. Mais, par exemple, dans la région de Ras El Bar, dans la région de Ain Sokhna et tout ça, il y a des offres. Très bien. Est-ce qu'il y a des réservations qui ont été faites de l'extérieur, de la part des pays arabes? Oui, plein, surtout maintenant. L'État va dans une politique de créer des zones très modernes, très faciles à vivre, comme l'Alamein, comme sur la mer Méditerranée, et ça attire à tout le monde. Ainsi que nos confrères qui habitent les pays du Golfe et aussi un peu de partout dans le monde. Oui, ça sera quand même les vacances de Pâques. Est-ce qu'il y a des réservations avancées par les groupes russes qui d'habitude aiment venir à Sharm el-Sheikh et Hurghada, les Allemands qui aimaient se diriger? Pardon? Ça commence parce que ça commence de recevoir des Russes. Parce que vous savez très bien, par rapport à la guerre, les gens étaient un tout petit peu déçus de cette guerre. Mais les habitants de la Russie, petit à petit, voilà, ils avancent vers de nouveau Sharm el-Sheikh et Hurghada. Et quelques avions, quelques comment dirais-je, compagnies aériennes ont reçu de nouveau les Russes.
Très bien, donc ça commence quand même à revenir en dépit de la crise. Les Allemands d'habitude se dirigeaient vers Marsa Alam. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, oui, c'est toujours le cas. S'ils font du plongée, ils vont aussi à Sahl Hashish, toujours dans les régions du Hurghada. Et j'ai appris que Souma Bay est rempli d'Allemands. Souma Bay. Et qu'en est-il pour Dahab? Dahab qui attire notamment les jeunes, Eros, Chétan et autres. Oui. Par exemple, ça c'est un exemple génial. Dahab n'est pas très cher et ça peut aussi combler les désirs des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, surtout les jeunes. Donc ils vont à Dahab et en même temps c'est un site balnéaire magnifique. On a de l'espace, on peut profiter de la mer, on mange pas cher, donc ça peut attirer aussi les jeunes. Et en ce qui concerne le Grand Caire, au niveau des réservations, des restaurants, des sorties, à votre avis, est-ce que cette inflation va affecter quand même les sorties et les réservations? Sûr. Dans le monde entier, beaucoup de choses reculent. Surtout si, par exemple, on veut tout d'abord combler l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de payer votre toit, l'hébergement, l'électricité et l'eau, puis la nourriture, la scolarité, les fournitures d'école. Et après, s'il y en a un peu de reste, les gens pensent aux vacances. Donc, vous avez raison que ça touche toutes les catégories de la société, ça touche le monde entier. Même en Europe, on vous parle d'inflation. Bien qu'on vient de sortir du Covid, donc les gens, ils ont besoin de sortir. Peut-être ils vont économiser dans les catégories, ils vont baisser de catégorie, mais ils vont sortir quand même. Madame Manal Mourad, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.